Salut bande de codeurs. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vos skills en développement pourraient vous permettre de vous la couler douce en automatisant une grande partie, voire la totalité de votre travail sans que ce soit détecté? Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux développeurs qui ont repoussé les limites parfois de la légalité pour pouvoir atteindre cet objectif de liberté, mais à quel prix? Vous verrez que pour certains, leur histoire est juste abusée. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Notre première histoire se déroule aux États-Unis. Nous sommes en 2019. Derek est un jeune ingénieur informatique qui a décroché un poste dans un cabinet d'avocats de taille moyenne. Il a été embauché pour mettre en place un système de gestion de preuves numériques dans un cloud privé. L'entreprise veut de lui qu'il soit le seul admin de cette solution, mais que les autres employés puissent avoir accès à ce système en lecture seule pour consulter ses preuves. En gros, le cabinet reçoit tous les jours des milliers de documents sur un disque local, et son boulot consiste à vérifier l'authenticité numérique de ces fichiers, puis de les transférer sur le cloud privé de l'entreprise pour les mettre à disposition de tous les autres employés. Au début, Derek est super content. Le projet semble intéressant. Il met en place le système sans trop de soucis, effectue les tests avec ses collègues et peaufine quelques réglages. Il a vraiment la sensation de mettre en place quelque chose d'important et d'utile pour le business de l'entreprise. Mais très vite, il va déchanter un peu. Il se rend rapidement compte que c'est la seule tâche que lui confient ses boss et avec l'habitude, cette tâche ne lui prend pas plus de 3 heures par jour. De son propre aveu, Derek confiera qu'il était coincé à faire semblant de travailler au bureau la plupart du temps, de peur de voir son salaire baisser drastiquement, voire peut-être même, à court terme, de se faire remercier par l'entreprise. Alors pendant plusieurs mois, il donne le change, prend son temps pour vérifier les preuves, s'assure à outrance que tous les transferts sur le cloud se soient bien passés, que les systèmes soient tous bien effectifs. Bref, il fait clairement du zèle, de peur que ses collègues puissent découvrir que sa mission est un peu trop simple pour lui. Alors que les journées lui semblent de plus en plus longues et qu'il devient de plus en plus dur pour lui de faire des tâches répétitives et inutiles, un événement mondial va venir rebattre les cartes pour lui. Le Covid-19 frappe. Sa société, comme des milliers à travers le pays, décide de mettre en télétravail la totalité de ses effectifs. Derek affirme à ses patrons qu'il pourra assurer sans problème son travail, si vital pour l'entreprise d'avocats. Il met alors en place à son bureau une station de travail à laquelle il se connectera à distance via un tunnel SSH depuis chez lui. Dans son témoignage sur Reddit, Derek affirmera qu'à partir de ce moment, je cite, « le vrai plaisir a commencé ». Il s'installe donc confortablement chez lui et réaménage même une petite pièce en bureau. Il met en place son setup et commence à travailler sans avoir la crainte que ses collègues puissent se rendre compte qu'en 3 heures effectives de travail, sa tâche était déjà terminée. Mais là, Derek se dit que ce qu'il est en train de vivre est une énorme opportunité pour lui que de pouvoir profiter pleinement de son temps. Il va se mettre réellement au travail et décide d'automatiser le 100% de ses tâches quotidiennes. Durant une semaine, il va travailler sans relâche pour développer, tester, améliorer et mettre en place des scripts qui vont faire tout son travail à sa place. Bon, en gros, techniquement parlant, il doit pouvoir scanner le disque sur lequel les preuves sont déposées, vérifier s'il y a eu des nouvelles preuves et générer un hash pour ces preuves. Ah, juste au passage, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un hash, eh bien je vous renvoie sur la vidéo qui vous explique en 5 minutes ce que c'est et pourquoi c'est utile dans ce cas de figure très précis. Je vous promets, vous comprendrez tout. Donc, il génère un hash pour ces nouveaux fichiers, puis les transfère sur le cloud et génère à nouveau le hash de ces fichiers fraîchement transférés, le tout dans un souci de garantie de non-altération des données. Il pointe automatiquement tous les jours via un autre script qu'il a développé en se connectant à un service de l'entreprise. Et là, ces scripts qui réalisent ces tâches principales s'exécutent quotidiennement. À partir de maintenant, Derek est le maître de son temps. Il est certes confiné un petit moment, mais en attendant, il joue aux jeux vidéo autant qu'il veut, assouvit sa passion pour la lecture et s'offre même le luxe de travailler sur un projet informatique personnel. Peut-être qu'il pourra monter un business en plus de son travail actuel pour lequel il est payé à ne plus rien faire. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser un détail. Derek est payé 90 000 $ à l'année, soit environ 82 000 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors, aux États-Unis, pour un ingénieur informatique, même jeune, c'est pas un salaire si extraordinaire que ça.
mais ça reste un des meilleurs bons plans qui soit quand vous n'avez plus rien à faire de vos journées. Alors, je suis un petit peu dur avec Derek parce qu'il précise quand même se connecter 10 minutes par jour afin de vérifier les logs serveurs pour s'assurer que les transferts se soient bien passés durant la journée. Ouais, 10 minutes par jour. Pour conclure, Derek donne son ressenti sur ce qu'il a fait et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Au début, il explique qu'il se sentait un peu coupable et effrayé de ce qu'il avait fait. Mais juste entre parenthèses, je sais pas pour vous, mais moi, me connaissant, après l'excitation d'avoir pu mettre en place tout le process d'automatisation, je serais clairement parti en bad trip en me disant que je fais ça à mon entreprise qui a une armada d'avocats sous ses ordres. Et du coup, je pense que je l'aurais pas fait. Derek termine en disant qu'après réflexion, il estimait que tant que ça faisait du mal à personne, et qu'il réalisait exactement le travail qu'on lui demandait de faire en temps et en heure, c'était du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et en attendant, il pouvait juste profiter de la vie. Et vous, bande de codeurs, si vous aviez eu l'opportunité de faire comme Derek, est-ce que vous l'auriez fait ? La deuxième histoire que je vais vous raconter est assez hallucinante, je trouve. On est toujours au pays de l'oncle Sam, mais en 2013. Alors on est d'accord, c'est une autre époque, mais quand même, accrochez-vous bien. Dans cette histoire, il est question de Bob. Bob est un ingénieur informatique senior, et il est considéré comme le meilleur informaticien de sa société qui occupe tout un immeuble. Il y travaille depuis plusieurs années et donne entière satisfaction à ses responsables. Pour son ancienneté et son travail de qualité, Bob touche plusieurs centaines de milliers de dollars par an de salaire. Tout se passe à merveille dans le meilleur des mondes pour Bob et son entreprise donc. Seulement à cette époque, il y a une vague de piratage à travers le monde qui touche toutes sortes de sociétés, et les sociétés informatiques sont les plus impactées. Pour pallier ce problème, l'entreprise de Bob demande en toute discrétion un audit de sécurité interne auprès de Verizon, une grande société de communication américaine. Comme ça peut être souvent le cas, la direction fait cette demande d'audit avec une discrétion maximale en ne prévenant aucun de ses employés. L'audit se déroule donc sur plusieurs jours, et mis à part quelques petits warnings, elle ne détecte rien d'impactant pour la société de Bob. En tout cas, jusqu'au dernier jour prévu de l'audit. À ce moment-là, Verizon se rend compte qu'il y a très régulièrement des connexions VPN sur l'infrastructure de la société venant de Shenyang en Chine. Alors là, l'employeur de Bob commence sérieusement à flipper. Il se fait des films et il demande à Verizon de prolonger sa mission et d'investiguer pour comprendre comment c'est possible. En analysant les serveurs et les logs, Verizon découvre que les connexions sont quotidiennes. Elle soupçonne une intrusion et potentiellement un vol massif de données vers la Chine. C'est le branle-bas de combat dans la société. Verizon qui a relaté cette histoire ne donne bien évidemment pas les détails de la société en question, mais je vous laisse juste imaginer le stress gigantesque que vous devez ressentir si vous savez qu'un pays comme la Chine a dérobé vos données qui peuvent représenter des secrets industriels, des années de travail, de l'investissement par millions, des données médicales ou encore des données relatives à des clients. Bref, à ce moment, les dirigeants sont vraiment dans le mal. Verizon pousse encore les recherches et découvre que les connexions VPN venant de Chine sont toutes issues du même compte utilisateur, celui de notre ami Bob. À ce moment, le service informatique prend encore plus peur car Bob est au-dessus de tout soupçon. C'est juste impossible car pour pouvoir se connecter, il faut disposer en plus d'un compte utilisateur d'une clé RSA. Vous savez, les clés RSA, c'est les fameuses petites clés qui génèrent automatiquement et aléatoirement toutes les minutes un nouveau token que vous devez saisir en plus de votre identifiant et mot de passe pour pouvoir vous connecter. Ce qui fait peur aux services informatiques, c'est qu'une faille dite 0day aurait pu permettre une connexion à partir du poste de Bob et de router ensuite vers la Chine. Les failles 0day, ce sont des failles logicielles qui sont découvertes par des hackers, qui sont donc pas encore connues des sociétés qui ont créé les logiciels et qui sont ensuite vendues sur le dark web à d'autres hackers. Ce sont des failles qui sont encore inconnues du grand public et c'est pour ça qu'on les appelle failles 0day. Après enquête, Verizon et le service informatique se rendent compte qu'il n'y a aucun autre cas dans le monde qui existe avec ce système de connexion en place depuis longtemps dans plein de sociétés. Ils décident donc, en dernier recours, de fouiller le poste de travail de Bob pour tenter de voir s'il s'est fait hacker directement. Et là, ils tombent des nues. Ils ne trouvent aucun malware ou aucun virus, mais ils découvrent des centaines de factures PDF éditées par une société de sous-traitance informatique chinoise et adressées à Bob. Grâce à l'historique de ces factures, ils comprennent que le meilleur informaticien de la société sous-traitait son propre travail depuis des années à une entreprise chinoise pour environ 50 000 $ par an. Le temps de la confrontation avait sonné. Bob est sommé de s'expliquer avec sa direction. Mais avant de comprendre pourquoi il a fait ça,
L'urgence de la situation, c'est de comprendre comment ces connexions pouvaient avoir lieu et perdurer. Et là, vous êtes juste pas prêt. Une clé RSA, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu comme la clé d'un coffre-fort. Vraiment. Notre ami Bob, après avoir démarché des sociétés de sous-traitance informatique, a jeté son dévolu sur l'une d'entre elles. Société informatique de taille moyenne, située à l'autre bout du monde, en Chine, dont il ne connaît rien et dont il n'a jamais vu les dirigeants. Et là, sans stress aucun, il va envoyer par FedEx sa clé RSA pour que là-bas, il puisse, avec son login et son mot de passe, se connecter tranquillement au serveur de son entreprise. Si ça, c'est pas énorme, Bob a expliqué à ses employeurs que cela lui permettait de se dégager du temps. Il passait ses journées à surfer sur le net, il passait du temps sur Facebook, sur LinkedIn, ça il va en avoir grandement besoin, et il regardait également des séries et des films sur des services de streaming. Enfin, avant de quitter son travail en fin de journée, il envoyait tranquillement un petit mail à ses chefs pour les tenir informés de l'avancée de ses projets. Il était tellement en confiance qu'il a gardé toutes les factures sur son propre poste. Il n'a jamais pensé à les supprimer ou à les backuper sur son disque dur externe. Alors, l'histoire ne raconte pas si, en plus de son licenciement évident, son ex-société a attaqué Bob en justice. Bande de codeurs, vous auriez été capable de faire comme Bob, ou alors est-ce que vous auriez été un peu plus malin comme Derek dans la première histoire? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bande de codeurs, j'espère que ce format storytelling vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche des notifs pour rater aucune prochaine vidéo. Vous pouvez retrouver les liens des sources de ces histoires en description. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs.